Le 4 quarts politique. Shlomo Malka. Le 4 quarts politique de la semaine, l'émission hebdomadaire sur Radio J qui vous aide à décrypter, à analyser, à approfondir l'actualité de la semaine. Nos intervenants, Christine Clair, le magazine Le Point, Michel Taubman, politique internationale, Aline Lebaille-Crémer, LCI et Save Ukraine. On parle de la mobilisation des syndicats contre la réforme de la retraite, les manifestations en Israël contre la réforme de la justice et les réactions aux attentats de Jérusalem. Nous allons parler aussi naturellement de la visite de Benjamin Netanyahou à Paris et puis la relance des offensives de part et d'autre qui s'annoncent en Ukraine. Bonjour à tous et on commence avec vous, Christine Clair. Nous en sommes à la deuxième semaine de mobilisation contre la réforme des retraites et le rythme ne faiblit pas. Est-ce qu'il faut craindre une radicalisation de la contestation? Est-ce que je peux d'abord juste faire une toute petite mise au point parce qu'on oublie très souvent la presse régionale qui a une grande influence. Et alors, je travaille pour Le Point.fr, le site, mais je travaille également depuis de nombreuses années pour Midi Libre et le Télégramme de Brest. Absolument. Voilà, alors, dont acte. Alors, la question c'est, est-ce qu'il faut La craindre question une c'est, puisque vous avez traité dans vos différents médias de la réforme des retraites, comme tout le monde, est-ce qu'il faut s'attendre à une radicalisation? Écoutez, c'est vrai que la dernière manif, on a été plutôt soulagés. Moi, j'habite le quartier de Montparnasse où passait la manifestation. Et dans ces cas-là, on ferme ses volets, on va ranger la voiture dans un parking parce que j'ai des souvenirs de manifestations très violentes avec beaucoup d'éclats de verre. Et là, on a été presque rassurés de voir qu'il n'y avait que une banque agressée. Voilà, la façade de la banque détruite, le distributeur, ce qui est bien embêtant, parce que maintenant, il faut faire des kilomètres pour trouver un distributeur. Mais ça a été bien tenu, comme quoi, quand les syndicats veulent faire le boulot, ils le font. Ils le font bien. Maintenant, est-ce que ça augure d'un avenir paisible? Il n'est pas certain que si les manifestations doivent se répéter, se multiplier, et que les manifestants n'ont pas le sentiment d'avoir obtenu suffisamment, il n'est pas certain que la violence ne revienne pas. Ça, c'est... On annonce d'ailleurs les prochaines mobilisations ont lieu les 7 et 11 février, au moment des prochaines vacances. Donc le bras de fer va se poursuivre. Oui, et puis ceux qui ne peuvent pas se mettre en grève et manifester, qui sont très compréhensifs, enfin on les voit en tout cas à la télé, tous les gens qui sont empêchés de prendre leur train, qui prennent des heures... Peut-être vont-ils à un moment donné s'énerver à leur tour, mais pour le moment, il y a à la fois une sorte un soutien quand même de la société française et en tout cas une passivité parce qu'on n'entend pas beaucoup de réactions hostiles, y compris dans les partis qui en principe soutiennent cette réforme de la retraite. Je pense au PR, Parti républicain, il y a plutôt des témoignages de compréhension envers les grévistes et les futurs retraités. Un débat va se tenir au Parlement à partir de ce lundi. On a pu voir la première ministre Elisabeth Borne, qui était l'invitée de France 2 jeudi dernier. Je ne sais pas si vous l'avez regardée, si vous l'avez trouvée convaincante. En tout cas, dans la situation présente, est-ce que le gouvernement a une chance de trouver une majorité au Parlement? Apparemment, oui, quand on regarde les chiffres. Mais quand on entend le son des voix, et quand les élus reviennent sur le terrain, comme ils font tous les week-ends et qui parcourent les marchés, non, parce que dans le pays, il y a une incompréhension qui monte. Ce qui prouve que... Alors on se dit, mais pourquoi notre pays et pas d'autres pays européens? On a un mode de vie, on a des habitudes, on a récompensé la durée, on a récompensé la fidélité. On recevait la médaille du travail quand on
étaient restés plusieurs années dans un emploi. On a récompensé, on a incité aussi des gens à s'endetter pour acheter des pavillons. Moi, je pense à des ouvrières de Moulinex qui avaient acheté des pavillons au milieu de champs de betteraves et que maintenant l'usine a fermé. Que devient-on ? Il faudrait peut-être passer à un autre modèle, sans arriver au modèle américain où des salariés licenciés prennent leur camionnette pour aller à l'autre bout du pays. Mais peut-être faut-il tout changer. D'ailleurs, la preuve en est, c'est qu'on n'a même pas beaucoup de travailleurs âgés chez nous. On n'a rien fait non plus pour les inciter, y compris les entreprises, que ce soit l'État, les entreprises. Donc, si on veut changer de modèle, il faut que tout le monde s'y mette. C'est pas seulement les salariés qui doivent accepter de partir 1 ou 2 ans plus tard à la retraite. C'est les employeurs qui doivent proposer des postes. C'est l'État qui doit encourager une mobilité. C'est tout le monde. Et ça, je crois que ça a manqué, ce plan général. Donc, on a eu l'impression que c'était une punition pour des gens, des salariés qui arrivent à 59, à 60, 61, 62 et qui disent « Bon, ben voilà, tout ce que j'avais prévu tombe à l'eau. » Et c'est ça qui est désagréable, pénible pour eux. Michel Thoman. Oui, alors moi, je voudrais dire des choses qui sont contradictoires, mais qui essayent d'être positives. Mais on pense tous des choses contradictoires. Tout le monde est tellement négatif. On va réclamer le droit à la contradiction. Alors, les choses positives, quand même, quand on regarde un graphique, savez-vous, j'ai découvert cette semaine, l'espérance de vie après la sortie du marché du travail, après la retraite, la sortie du marché du travail. Quelqu'un qui sort du travail à 60 ou 61 ans, parce que mis en pré-retraite ou qui prend sa retraite aujourd'hui, un homme en France a une espérance de vie de 22,7 années et une femme de 26,9. C'est le pays au monde où on a le plus d'espérance de vie après la fin de sa vie active. Ensuite, il y a l'Espagne, il y a tous les pays européens, et aux États-Unis, c'est 16 ans. 16 ans pour les hommes, 19 ans pour les femmes. Et ça, ce sont que les pays occidentaux. Je ne parle pas de l'Indonésie, de la Russie, du Venezuela, etc. Donc, c'est quand même un chiffre qui est intéressant. Et quand les gens manifestent en disant métro, boulot, caveau, non, c'est pas vrai. Même si on retarde de 2 ans le départ à la retraite, ça ne mène pas au caveau. On ne meurt pas à 64 ans, ni à 65 ans, ni à 66 ans. Mais, autre chiffre... Pas nous, mais peut-être un mineur, un travailleur de force. Oui, mais en tout cas, c'est l'argument des syndicats. Oui, mais c'est faux. C'est-à-dire qu'il y a des statistiques. On peut toujours prendre quelqu'un... Non, mais après, quand on dit un instituteur arrive le dos cassé, ou quelqu'un arrive le dos cassé à la retraite, quand on a le dos cassé, quand on a une maladie, on est mis en arrêt maladie ou on est mis en invalidité en France. Donc là, on dit des choses qui sont fausses. Quand Mitterrand a instauré la retraite à 60 ans en 1980. L'espérance de vie pour les hommes était de 71 ans. Elle est aujourd'hui de 79 ans. Elle était pour les femmes, je crois, de 75 ans. Elle est aujourd'hui de 85 ans. Ou quelque chose comme ça. Donc on a une espérance de vie qui est plus importante. Donc c'est ça qui est terrible, c'est que les gens, et ils sont sincères, ont l'impression qu'on va vers une régression sociale parce qu'on passerait de 60 à 64 ans. C'est parce qu'on a eu un progrès. 64 ans pour 60% des gens, puisque 40% des gens prendraient la retraite avant 64 ans. Mais en réalité, on a plus d'années de retraite. Sur un avis du médecin traitant et d'un médecin de la sécurité sociale. Si on a commencé à 17 ans, si on a commencé à 17 ans, on peut prendre sa retraite à 60 ans. On maintient les carrières longues. Donc, alors, à part ça, ce que je veux dire, c'est qu'on peut discuter du bien fondé de cette retraite. C'est un effort énorme, on aurait peut-être pu faire autrement, etc. Mais on ne peut pas dire des choses fausses. Non, mais il y a tout un changement de mentalité qui fait... Si je peux me permettre, il y a quand même un élément de société... Essayez de vous éclairer mieux, ou alors vous allez ajouter la contradiction. Pourquoi pas? D'un point de vue strictement démographique, je suis tombée sur un livre cette semaine d'un économiste qui s'appelle Maxime Sbaï, qui s'appelle Le Grand Vieillissement. Et il y a aussi, d'un point de vue chiffres, puisqu'on parle de chiffres d'un point de vue strictement démographique, une situation inédite dans ce pays qui est très propre à la France, c'est que la majorité de la population, l'immense majorité, enfin la population vieillit, il y a plus de vieux
que de jeunes. Donc, il y a, plus qu'on parle de contradiction, c'est comment résoudre aussi le fait est que moins de gens doivent payer les retraites de plus en plus de personnes qui ont droit. La question, c'est pas d'interroger le droit à la retraite du tout. Donc, c'est 4 actifs pour un retraité en 1945. C'est une situation propre à la France dans l'histoire et on va dire en Occident tout à fait inédite. Donc il y a ça qui est. Et pour revenir sur les manifs, selon certaines sources, parce que je suis quand même les manifs depuis des années dans ce pays, ça s'est bien passé, oui, voilà. Qu'on interroge après ou pas le bien fondé. Après, il y a le droit de manifester dans ce pays, que les gens l'usent, c'est normal aussi. Et ce qui s'est bien passé, c'est un changement à la tête de doctrine, comme on dit, de maintien de l'ordre, de façon qui a été. Il y avait plusieurs paramètres, mais il se murmurait aussi que certains choix doctrinaires en matière de maintien de l'ordre n'étaient pas tout à fait les plus efficaces du côté de la préfecture, qui était dirigée par un monsieur qui s'appelait Lallemand, qui a changé, voilà, qui a un autre préfet à la tête. Et manifestement, c'est le cas de le dire, ça s'articule peut-être mieux en termes de maintien de l'ordre avec les services d'ordre des syndicats qui ont peut-être renforcé ou plus travailler, parce qu'il y avait des situations assez... Quand on suit des manifs depuis longtemps, on voit bien aussi ce qu'on appelle les doctrines se dessiner ou pas, ou quel type, et il y a des choses... malheureusement, on sait que ça va... peut-être encore plus peut-être mal se terminer si on nasse les gens et qu'on les empêche. La CGT avait laissé une année attaquer la façade de l'hôpital Necker. C'était absolument. Là, ça n'a je n'exempte pas les... Mais est-ce que je prolonge la question d'Aline? Est-ce que finalement, grâce à la bataille des retraites, les syndicats ne se sont pas refait une virginité, puisqu'il y a vraiment une unité syndicale? Oui, je sais, Christine Claire, la dernière fois, vous aviez l'air de manifester un faible pour Laurent Berger, mais cette fois-ci, il a une attitude qui est un peu incompréhensible. Mais par rapport aux gens qui ont suivi la CFDT depuis longtemps, c'est vrai que c'était un syndicat qui négociait. Bon, mais on se souvient... Comment ? Réformiste, voilà. Mais enfin, on se souvient aussi de Nicole Notat, qui s'était fait agresser par 2 fois lors de manifestations. Et là, il ne veut pas perdre sa place par rapport à la CGT. Bon, il y a ces intérêts-là. Mais il y a aussi, tout simplement, je crois qu'il n'a pas été bien traité par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'a pas bien traité les syndicats, ne les a pas considérés. Il a préféré créer un conseil de la résistance ou de la réforme. Bon, il n'arrête pas de créer des machins. Oui, je sais, je fais exprès. Mais Mme Borne s'est montrée quand même plus attentive. Oui, elle s'est montrée plus attentive, mais c'était un peu tard. Le mal était fait. Mais je voudrais revenir à notre discussion préalable sur le refus par les Français. Pourquoi ? Ce qui est impressionnant, je trouve, c'est un refus par la jeunesse. Cette idée que le travail, c'est mal, que le travail, c'est une corvée. Bon, nous tous autour de cette table... Une partie de la jeunesse, parce qu'elle n'est pas massive dans la rue. On adore notre travail. On a toujours été habitués à travailler le dimanche, le week-end. Bon, on est même étonnés quand on... Et puis quand on parle de pénibilité, il faut penser aussi aux journalistes qui travaillent la nuit, qui font la matinale, qui arrivent à 3h du matin. Ça aussi, c'est pénible. Mais c'est pénible, mais on aime. Moi, je n'en fais plus, mais je fais partie de ces gens-là. Mais il y a quand même cette idée qui gagne, malheureusement, dans la jeunesse, que le travail, ça serait une sorte d'esclavage. Dans une partie de la jeunesse, vraiment, oui, parce qu'elle n'est pas massive dans la rue, ce n'est pas vrai, parce que c'est un sujet dans les coordinations, c'est quand ils cherchent à mobiliser la jeunesse, justement, j'ai quand même quelques oreilles, donc elle n'est pas massive dans la rue. Elle n'est pas massive. Et en parlant de contradiction, je voulais souligner cette semaine qui était particulièrement contradictoire pour moi, parce que j'ai rencontré à la fois le président de la Rada ukrainienne, enfin, je l'avais déjà croisé, mais en tout cas, il y avait le président du Parlement ukrainien qui était à Paris, ainsi que le ministre de la Défense ukrainien qui était à Paris. Et il y avait beaucoup de rendez-vous. Il y avait comme 2 bulles qui se suivaient, et c'était assez extraordinairement français que de voir ces visites-là s'inscrire dans un contexte médiatique où vraiment l'attention était portée sur des annuités et des retraites, ce qui était tout à fait... peut-être rafraîchissant pour un ministre de la Défense ukrainien en ce moment, pour le dire pudiquement. Michel Taubman.
Oui, moi je trouve très positif que ce mouvement soit dirigé par les syndicats, que la CFDT joue un rôle d'apaisement aussi, parce que la CFDT, c'est un mouvement qui est contre les blocages, donc on est dans un mouvement, une renaissance du mouvement syndical, du mouvement ouvrier, et ça, c'est une bonne chose pour la démocratie. Ensuite, la CFDT n'a jamais nié la nécessité de faire une réforme. Aline le disait tout à l'heure, et il y a un chiffre qui est important, c'est que en 45, il y avait 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, il y a 1,7 actifs pour un retraité. Et la plupart des gens, c'est-à-dire que si vous arrivez à 62 ans, 63 ans, 64 ans, vous vivrez jusqu'à 90, 95 ans. Et donc, entre la jeunesse, les études et la retraite, on passe plus de temps à être à la charge de la société ou de ses parents qu'à travailler. Donc ça, c'est des données objectives. La CFDT ne les nie pas. Le problème, c'est qu'on a cassé le fil de cette réforme, de la réforme de la retraite à point, qui était une réforme à la fois qui était une réforme systémique et qui était une réforme qui était plus juste et qui était une réforme qui était validée par la CFDT et qui a été votée par l'Assemblée nationale juste avant le Covid. Sans doute Emmanuel Macron a-t-il fait une erreur à l'époque parce qu'on était pris par le Covid de dire on arrête tout. Il aurait dû la faire passer, les gens étaient confinés, ils n'auraient pas manifesté et cette réforme était quand même soutenue par la moitié des Français. Parce qu'on dit les Français manifestent toujours. Quoi que vous fassiez, les Français manifesteront toujours. Mais cette réforme avait quand même plus de soutenu. Personne n'y comprenait rien. Oui, mais la CFDT comprenait quelque chose et les Français étaient quand même plus favorables à cette réforme. Alors maintenant, la question, c'est de savoir comment en sortir. Parce qu'on ne peut pas dire que le gouvernement a totalement tort de vouloir que équilibrer les budgets. Et quand le gouvernement dit qu'il veut faire ça pour sauver le système de retraite par répartition, on ne peut pas lui dire « Non, c'est parce que vous voulez détruire le système par répartition ». Donc il faut qu'à un moment donné, il y ait un dialogue qui s'engage. Ce que je trouve positif, c'est que ça a permis de mettre sur la table plein de questions sociales. La question des petites retraites qui vont être augmentées, la question du travail du senior. La question des femmes. Franchement, je pense le travail des femmes. Qui ont des carrières interrompues, mais qui se font avoir sur les annuités à la fin. Tout ça, toujours. Non, mais attendez, le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'on fasse comme si la France était un pays antisocial. C'est le pays où il y a le plus de redistribution. Et j'entends des gens qui disent qu'il n'y a pas de redistribution en France. Donc la question, c'est évidemment que le monde a changé. Le rapport au travail, comme le disait Christine, a changé. Les jeunes n'ont plus le même rapport au travail qu'auparavant. Et comme me disait quelqu'un... Il n'y a pas les jeunes dans ce pays. Pardon, je suis désolée, mais... Non, mais il n'y a pas les jeunes autour de moi, on n'a pas de contrat de travail, on bosse H24 le week-end et on en est, et c'est des choix aussi. C'est des choix qui ont à voir avec la liberté, avec ça dépend les travails que l'on fait aussi. Il y en a aussi qui partent pour les États-Unis pour gagner plus d'argent en travaillant beaucoup plus. Et qui font une deuxième carrière. De la jeunesse. Après, il y a eu quelques figures désespérantes peut-être, en tout cas moi qui me rend triste de petits loulous de 15 ans qui ont même pas encore le droit de rentrer en boîte et qui pensent déjà à aller manifester à la retraite. Pour moi, c'est triste. Ça, pour nous, c'est navrant. Mais ça a toujours existé, c'est les truculences aussi de ces mouvements-là de figures. Il y a un rapport au travail qui est différent en France de ce qu'il est dans d'autres pays, tout simplement parce que, comme le disait un déménageur l'autre jour, il me disait, quand on a le choix entre rester chez soi et gagner 1 200 € au chômage et aller travailler pour 1 200 €, la plupart des gens, et donc on a un vrai problème avec le travail, avec les bas salaires, on a un vrai problème. Et alors, après, on peut toujours dire, et c'est un peu le défaut des Français, quand il y a un problème, on dit oui, mais il faudrait faire ceci, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Et il faut quand même aujourd'hui je pense qu'il va falloir être gentil quand même en le droit de la jeunesse un peu et pas la mettre dans un sac, parce que c'est elle qui va devoir payer manifestement. Ça va pas être facile. On lui dit. Mais je voulais dire par là, il faut être gentil, c'est-à-dire. Non. Je pense que l'image d'Épinal du jeune qui veut pas bosser. En leur disant, il y a un rapport au travail différent. Tu paieras pour ma retraite, mon petit chéri. Qu'est-ce qu'il y a de différent? C'est ça que il y a un rapport au travail qui est différent. C'est que les gens aujourd'hui. Le rapport au travail est d'abord culturellement différent. Avant, les gens n'avaient pas la même éducation, il fallait travailler, on travaillait à 14 ans, etc. Aujourd'hui, on fait plus d'études, donc on est plus exigeant. Et c'est normal, quelqu'un qui a bac plus 4 est plus exigeant que quelqu'un qui est entré en apprentissage à 14 ans. Je ne dis pas ça pour culpabiliser ou pour juger, mais les données ont changé.
Voilà. Et donc, Oui, aujourd'hui, c'est normal, les gens quand sont même. plus cultivés, font plus d'études et sont plus exigeants. Et on a aussi un système social qui ne favorise pas le travail. Voilà. Et c'est comme ça, c'est les dégâts commis par je suis pas Lafargue et son droit à la paresse. Et alors, dernière Il faut chose. bien dire que c'est surtout à gauche. Alberto Toscano, et l'excellent Alberto Toscano, Qui n'est pas là, qui peut sans être transition, là, mais que qui- j'ai rencontré à Tel Aviv l'autre jour, en marge d'une manifestation pour autre sujet. Absolument, on en Alberto parlera Toscano tout à l'heure. me disait, la gauche française a toujours été, à la différence de la gauche italienne ou d'autres gauches, n'a jamais mis en avant le travail. Et il me disait un truc, en 1936, la première chose qu'a fait Ah la oui, gauche le droit à la socialiste, paresse, oui. c'est les vacances, c'est les congés payés. Alors qu'il y avait la décolonisation à faire, il y avait le droit de vote des femmes, la priorité de la gauche, à chaque fois qu'elle arrive au pouvoir, c'est de donner plus de congés, réduire le temps de travail. Pour Et faire c'est un des Mitterrand axes. qui ramène de 65 ans Oui. à 60 ans à l'époque. Mais à l'époque où on vivait beaucoup moins longtemps, c'est-à-dire qu'on peut pas... Et c'est voilà. surtout, il n'y avait pas de vacances du tout, c'était normal. Non, mais je vous ramène. Alberto me dit qu'en Italie... Ne parlez pas tous en Heureusement Oui, que mais la- le parlez mouvement pas ouvrier tous en même italien, temps. le mouvement ouvrier italien, Oui, et le se droit de battait grève, plus- non, et mais- le- Ouais, mais le mouvement ouvrier italien, et la peine de mort. Mais non, mais le fait mouvement sauter. ouvrier italien se battait. Non, mais dans d'autres pays, on se battait plus pour plus de pouvoir d'achat, augmentation des salaires. En France, Ouais, la c'est question toujours- de la c'est toujours réduction le du temps de cas, travail oui. a toujours été centrale. C'est toujours Et le c'est cas. pas, Ça, c'est c'est- un fait objectif. Alors, je vous ramène voilà. juste Ouais, un juste- moment. Oui. Je veux Juste pas que souligner Aline me fasse un- passer pour un un affreux aspect réactionnaire. Juste Non, mais souligner un aspect c'est un fait C'est objectif. tout à fait honorable Ah de non, mais droite, ils sont c'est pas le- c'est pas ce que je veux déchaînés, dire. là. Ce mouvement autour de la réforme de la retraite, ça remet à l'ordre du jour la participation des riches. Ben, voilà, de nouveau, on dit mais pourquoi est-ce que c'est uniquement les travailleurs qui participent? Est-ce qu'il ne faudrait pas étendre? Voilà, là c'est un débat, je crois, qui n'est pas prêt de se refermer non plus. Alors, juste un tour de table rapide, hein, parce qu'on va faire une pause là. Emmanuel Macron, comme François Hollande, se voit contraint de composer avec les frondeurs de son propre camp. Ça s'est un peu calmé, mais il en reste quand même un certain nombre. Et puis, il y a la position d'Éric Ciotti et de LR. Est-ce que vous avez trouvé qu'il y a une forme de courage dans la position d'Éric Ciotti qui se déjuge pas et qui privilégie la cohérence, puisqu'ils ont toujours plaidé je crois qu'il y a une pour forme ça. de courage, mais pouvait-il faire autrement? C'était pas possible, ayant soutenu cette réforme. Et quand j'entends Édouard Philippe encore hier soir qui dit qu'il faudra aller jusqu'à 67 ans, la droite ne pouvait pas faire marche arrière là-dessus. Alors évidemment, ça permet à quelques opposants intérieurs, comme le jeune Aurélien Pradier, de s'inscrire dans le sillon, si je peux dire, du Jacques Chirac avant élection, c'est-à-dire de se montrer un grand réformiste social, de s'opposer à cette réforme, de défendre les droits des travailleurs. Oui, mais enfin, on a vu ce que ça a donné avec Chirac une fois élu. Ça a été le contraire. Alors, on va marquer une pause et ensuite on parlera de tout autre sujet. D'abord de Benjamin Netanyahou qui fait une visite à Paris, une visite officielle. Et puis on parle... Il a 75 ans, il travaille beaucoup. Il travaille beaucoup. Il travaille beaucoup, mais il s'entend bien avec Macron. mettre à la retraite, mais lui, il veut pas. qui lui est qui beaucoup veut pas. plus jeune que lui. Comme quoi, parfois, la jeunesse vient avec l'âge, comme dit l'autre. Le 4 quarts politique de la semaine, l'émission hebdomadaire sur Radio J, avec aujourd'hui Christine Claire, Michel Taubman et Aline Lebaille-Crémer. Michel Taubman, on va parler avec vous de la visite de M. Netanyahou à Paris. Il a été reçu par le président Macron. Objectif de cette visite, la recherche d'alliés contre l'Iran. C'est le premier objectif de cette visite. Écoutez, moi, je n'étais pas dans leur rencontre et dans leur dîner, donc je ne sais pas exactement ce qu'ils se sont dit. Le fait que Netanyahou vienne à Paris de manière aussi précipitée, c'est-à-dire qu'une visite surprise qui a été décidée 2 jours avant... Au cours d'une conversation téléphonique entre M. sûr. Macron
Et à l'initiative, apparemment, l'invitation a été faite à l'initiative d'Emmanuel Macron. Oui, ça veut dire que, alors, c'est important. Ils ont dû se dire des choses. Quand on se voit comme ça, on se dit des choses qu'on se dit pas par téléphone, etc. Donc, ce qui est sur la table aujourd'hui, c'est évidemment la question iranienne. Ce qui a changé depuis quelques mois, c'est que finalement, les Européens, et notamment la France, et le fait que Netanyahou vienne voir Emmanuel Macron, ça veut dire qu'Emmanuel Macron est aujourd'hui, depuis le départ d'Angela Merkel, le principal leader, le plus ancien et le principal à la tête d'une grande puissance, la seule puissance nucléaire d'ailleurs de l'Union européenne. Il est le principal interlocuteur en Europe. Donc ça, c'est une chose. La France, et d'une certaine manière l'Europe, mais la France, les États-Unis, finalement, sont arrivés sur la position d'Israël, de durcissement par rapport à l'Iran. Pendant des années, la France et les États-Unis, avant Trump, avaient porté ce projet de JCPOA, de projet d'accord sur le nucléaire. Biden, revenu au pouvoir, a voulu recoller les morceaux d'un projet que Donald Trump avait fait voler en éclats. Avant les Iraniens, c'est Donald Trump qui s'est retiré du projet, de l'accord en 2018. Et entre-temps, les Iraniens, le programme nucléaire iranien s'était, je dirais, envolé. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un tel niveau d'enrichissement d'uranium qu'ils ne reviendront pas en arrière. Là-dessus, il y a eu la guerre en Ukraine, bipolarisation. Les Russes, qui, en 2015, étaient encore dans le consensus du Conseil de sécurité avec la Chine, parce qu'il fallait un consensus pour cet accord. Les Russes, aujourd'hui, sont en guerre indirectement, mais de plus en plus avec les États-Unis, les Européens, etc. Et les Iraniens interviennent comme belligérants en Ukraine. Les Iraniens aident l'armée russe. Et donc, on a aujourd'hui une bipolarisation dans laquelle il n'y a plus de négociations, il n'existe plus les négociations. Et l'AIEA, qui a toujours été modératrice dans ses constats, aujourd'hui nous dit que l'Iran n'est pas loin de pouvoir fabriquer des armes atomiques. Donc, ce que veut faire Netanyahou, qui était seul à prêcher dans le désert sur cette position, à une époque, souvenez-vous, en 2016, il est allé au Congrès américain contredire Barack Obama, qui lui soutenait l'accord avec les Iraniens et avec l'ensemble de la communauté internationale. Aujourd'hui, ce que cherche Netanyahou, c'est constituer une coalition pour intervenir contre l'Iran. Je viens de passer 2 semaines et demie, 3 semaines en Israël, et effectivement, ce que disent tous les experts de la sécurité... Donc livrer des armes aux Ukrainiens. Comment ? Devrait donc livrer des armes aux Ukrainiens. Ça, on en parlera, mais ce que je veux dire, c'est que les... Oui, on en parlera parce qu'il y a une... Non, mais je suis d'accord avec ça, mais c'est autre chose. Des informations faisant état... C'était une petite... Non, mais qu'on explique aux auditeurs. Il y a des informations faisant état d'une médiation possible sur le dossier ukrainien par Israël. Voilà, mais là, attendez, là, on va prendre... Laissez-moi terminer, parce que là, c'est compliqué déjà. Donc, aujourd'hui, on est dans une bipolarisation où l'Iran, aggravant son cas par rapport à l'Occident, est aujourd'hui belligérant contre l'Ukraine, avec ses drones et avec des conseillers militaires. Par ailleurs, la question israélienne, Aline a raison de la poser. On le sait, Israël est extrêmement prudent. Que ce soit le gouvernement Netanyahou ou le gouvernement de coalition Lapid-Bennett, extrêmement prudent par rapport à l'Ukraine. À la fois, il y a une aide humanitaire, il y a des Ukrainiens, il y a 1 million de gens qui viennent d'Ukraine et de Russie qui habitent en Israël, donc il y a eu une sensibilité presque familiale. Aide humanitaire, mais refus de s'engager militairement pour une raison qui est avancée, qui est que Lapid, l'ancien Premier ministre, l'avait dit, nous avons une frontière commune avec la Russie. La Russie est là. Elle est en Syrie, à quelques centaines de kilomètres de Tel Aviv et de Jérusalem. Et les Russes, jusqu'à présent, jouaient un jeu que moi je qualifie de pervers, car sur ce point de vue-là, je suis totalement d'accord avec Aline. La Russie joue un jeu pervers en permettant à Israël d'intervenir en Syrie contre les ennemis d'Israël. C'est parce que la Syrie contrôle l'espace aérien syrien, donc contre le Hezbollah, contre les gardiens de la révolution, etc. Et les Israéliens ont peur que, en prenant le parti de l'Ukraine, tout ça, ce sont des faits, en prenant le parti de l'Ukraine, la Russie, évidemment, se retourne contre eux et les empêche d'intervenir. Mais là, nous sommes dans une situation... Oui, mais c'est en train de bouger depuis cette semaine. Si je pouvais terminer ma phrase, Aline, si je pouvais terminer ma phrase. Mais là, aujourd'hui... Oui, mais il faut le dire quand même que c'est en train de bouger, que l'Israël envisage d'armer l'Ukraine. Si on me laisse poser une question, j'essaie de répondre. Non, mais... Et là, ce qui est en train de bouger, c'est que les ennemis
de mes amis sont mes ennemis, ou les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et là, en fait, je pense que ce qui est en train de se dealer avec Blinken, qui est venu à Jérusalem, et avec Macron, c'est on va vous aider sur l'Iran, c'est-à-dire former une coalition, ou en tout cas soutenir une intervention. Les plans sont prêts pour les Israéliens. Hein. Et coalition, ça veut dire qu'il y aura des soldats, mais ça veut dire un soutien avec les pays arabes contre l'Iran. Mais en échange, vous calmez le jeu avec les Palestiniens. Absolument. Ça, c'est très important. Alors, ça, on renforce l'autorité palestinienne. Si on peut glisser, dire un mot. Vous parlez de la visite de Blinken en début de semaine à Jérusalem. On l'a vu souffler le chaud et le froid, et soutenir Netanyahou dans sa bataille contre l'Iran, et en même temps plaider pour un retour au calme après les attentats de Jérusalem. Est-ce que vous estimez que Macron sera sur la même ligne ? Alors, apparemment, Macron est sur la même ligne. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, Macron donne de l'air à Netanyahou, parce que Netanyahou est en mauvaise posture par rapport à l'opinion publique israélienne. Pas seulement par rapport à la gauche, pas seulement par rapport aux opposants qui manifestent, mais sur les questions qui provoquent des manifestations et l'indignation. C'est-à-dire la réforme de la justice. J'étais à Tel Aviv dans les 2 premières manifestations, et j'ai vu, il y a effectivement principalement des gens de gauche, mais il y a beaucoup de jeunes, pas seulement des gens de gauche de 60 ans, nostalgiques des accords d'Oslo, et il y a aussi des gens modérés, il y a des gens du Likoud. Et il y a eu un sondage, par exemple, sur Aryeh Deri. Lorsque Aryeh Deri, numéro 2 du gouvernement, patron du parti ultra-orthodoxe séfarade, le Chasse, lorsqu'Aryeh Deri a été obligé d'être démis par Netanyahou, parce que la Cour suprême avait dit qu'il ne pouvait pas rester, suite à ses condamnations, etc., au gouvernement. Ça, les sympathisants, les électeurs des partis ultra-orthodoxes et sionistes religieux donnaient raison à Aryeh Deri. Mais 59% des électeurs du Likoud donnent raison à la Cour suprême, ou en tout cas disait que Aryeh Deri devait démissionner. Et donc il l'a été d'ailleurs. On a une fracture, oui, c'était la loi, mais il a pas démissionné. C'est Netanyahou qui l'a limogé. Il n'a pas voulu démissionner. Mais on a une ligne de fracture en Israël qui passe au sein du Likoud. Le Likoud, ce n'est pas la même chose que les partis extrémistes. Et le problème de la communauté des Israéliens, mais de la communauté internationale, pour pouvoir continuer à considérer Israël comme un allié, c'est qu'Israël reste une démocratie, et c'est que Netanyahou, finalement, n'applique pas les promesses qu'il a faites à ses alliés ultra-orthodoxes et sionistes. Alors, Christine Claire, puis Aline Levaque. Je voudrais revenir sur un accord éventuel avec la Russie, mais on a maintenant vraiment appris à nos dépens qu'on ne pouvait pas se fier du tout à la Russie. Enfin bon, on se fait avoir partout. On en parlait précédemment, non, Bon, mais est-ce qu'on a retenu les leçons de ces histoires ? Israël a un accord. Oui. Il y a un accord. Il y a un modus vivendi sur le plan stratégique pour intervenir en Syrie. Voilà. Bien sûr, mais bon, quand on voit le rôle de la Russie maintenant au Mali, partout où il peut marquer des points, et je pense encore à la présence d'un petit-fils de Gaulle. Absolument, on va en parler. On va en parler. Tout lui est bon. Tout lui est bon pour nous diviser, nous affaiblir, et pas seulement dans le conflit avec l'Ukraine. C'est partout. Donc, est-ce que nous ne passons pas pour de grands naïfs à la fin ? Oui. La réponse est oui. Et ce qui a bougé cette semaine, parce que c'est vraiment une déclaration qui a bougé cette semaine, Israël envisage d'aider militairement l'Ukraine, ce qui n'était absolument pas. Parce que ce qui se passe notamment sur la question de la Syrie, où c'était vraiment dans l'échiquier, c'était une des craintes légitimes d'Israël de se poser la question, mais qu'est-ce qui va se passer avec Mekwana ? Sauf que Moscou, en fait, ils se désengagent de Syrie. Ils n'ont pas les moyens militairement d'assurer tous ces fronts-là. Donc en fait, il y a de moins en moins d'attention russe portée en Syrie, vu qu'ils mettent toutes leurs forces. Et on voit finalement toute leur jeunesse se faire massacrer sur le front. Donc en fait, il y a des choses qui sont en train de bouger, et ça bouge très très vite. Et Israël, et personnellement, ça me réjouit, parce que ça me faisait voilà, c'est quelque chose mal au cœur de voir Israël par ailleurs dans une coalition où il y a à peu près toutes les démocraties, le monde libre, les alliés, voir Israël se mettre à côté. Pour moi, sur le long terme, déjà c'était pas une bonne idée, parce que je tiens à la victoire de l'Ukraine. Et de 2, pour Israël sur le long terme, je pense que c'était une erreur absolue de se mettre à côté de ses alliés fondamentaux. Michel, vous qui connaissez bien le dossier, est-ce que ça se pourrait qu'il y ait un deal entre Macron et Netanyahou disant
vous me soutenez sur l'Iran et je me rapproche de vous sur l'Ukraine. Bah, oui, a priori, c'est ça le bal, c'est ce qu'il a dédié avec les Américains. Et puis aussi, sur le plan intérieur, Blinken l'a dit publiquement, Macron l'a dit en privé, arrêtez avec vos attaques contre la démocratie israélienne. Les alliés d'Israël ne pourront plus soutenir Israël à l'extérieur si Israël ne reste pas avec ce label de seule démocratie du Moyen-Orient. Donc il y a ces questions-là, il y a une forme d'ingérence dans la vie politique israélienne. Mais par rapport à ce que dit Aline, et qui me tient à cœur aussi, puisque j'ai écrit un long article sur la question dans Politique internationale au mois de septembre-octobre, sur cette question de la Russie au Moyen-Orient. Bien évidemment, il est important qu'Israël reste dans le camp des démocraties. Mais Israël a un pied dans le camp des démocraties et un pied dans le monde arabe et a des relations avec la Chine, avec l'Inde, etc. Et il y a une volonté de la part de Netanyahou depuis 15 ans de s'autonomiser. Et comme les pays arabes, de s'autonomiser par rapport au camp occidental. Aussi bien les Saoudiens que les Israéliens, alliés traditionnels des États-Unis, ont toujours soutenu les États-Unis dans tout le temps. Et les États-Unis les ont toujours soutenus contre vents et marées. Mais là, ce qui s'est passé avec la crise ukrainienne, c'est que Bin Salman, le prince héritier, a refusé de prendre Biden au téléphone. Les Israéliens, et c'était l'autre gouvernement, ont marqué des prudences et distances, etc. Et donc là, le fait que les Israéliens livrent en petite quantité des armes à l'Ukraine, c'est un signe symbolique, c'est quelque chose de symbolique. Et l'autre chose, c'est que le fait que les Russes se désengagent de Syrie n'est pas forcément un signe positif. Ça veut dire que les Russes venant de Russie, il y a très peu de signes positifs. Non, ça, d'une manière générale. Non, mais laissez-moi finir une phrase. C'est-à-dire que le fait qu'ils se désengagent, ça veut dire ça laisse la voie ouverte à la guerre aussi. C'est-à-dire pour dire clairement les choses, je pense que Poutine, et je pense qu'Aline sera d'accord avec moi, Poutine a intérêt à créer un deuxième front. C'est-à-dire à ce qu'il y ait la guerre entre l'Iran et Israël. Et donc le front ne va plus être seulement entre l'Ukraine et la Russie, mais va être aussi au Moyen-Orient. Maintenant, il nous reste une dizaine de minutes, et je voudrais qu'on parle de deux choses. Premièrement, ce qui ressemble à la restauration, ou du moins la rostanilisation de la Russie, grande cérémonie à Stalingrad, à Volgograd, anciennement Stalingrad, à la gloire de l'armée russe, le buste de Staline inauguré, au secours, Staline revient en Russie. Et la deuxième chose, je voudrais un tour de table là-dessus, c'est Pierre de Gaulle, petit-fils présomptif du général de Gaulle, qui est présent à Volgograd aux côtés de Poutine et qu'on présente aujourd'hui comme un idiot utile de la Russie. Qui veut commencer? Bon, c'est le petit dernier de la famille. Hein. En fait, on ne le connaissait pas. Il vit en Suisse, il est dans la finance en Suisse. Bon. Il a commencé à se manifester au début de la guerre. Il est invité à l'ambassade de Russie. Il a fait un discours pour dire que son grand-père avait toujours été du côté russe et pour leur... Bon. Mais jusqu'à présent, on ne le connaissait pas. Il émerge de l'inconnu et il se fait une petite gloriole en allant servir les desseins de Poutine. Il est totalement manipulé. Alors, on avait déjà été surpris par son discours, mais alors plus surpris encore par sa présence dans cette ville qui va s'appeler bientôt Stalingrad, devant la statue de Staline. Mais en plus, il n'a pas lu son grand-père, parce que s'il lisait le récit de son grand-père, la première visite de Gaulle à Staline, alors que la guerre n'est pas terminée, ça se passe fin 44, hein, et la description faite par de Gaulle, c'est un chapitre absolument succulent des mémoires, hein, d'un Staline qui lève son verre en menaçant chacun de ses ministres à tour de rôle d'être guillotiné ou d'aller en prison parce qu'il ne remplit pas ses objectifs. Enfin bon, c'est absolument effrayant. De Gaulle en trace un portrait monstrueux. Bon, il va le voir parce qu'il veut s'assurer que le Parti communiste en France ne va pas tout mettre en l'air. Voilà.
Donc il en a libéré Torres. Torres est revenu en France. Bon, et Staline lui dit gardez-le encore un peu, il peut vous être utile. Bon. Mais enfin, s'il savait, ce petit-fils de Gaulle, c'est pas parce que de Gaulle a pu être par moments fâché avec des Américains qui l'ont d'ailleurs très maltraité, puis réconcilié avec avec plusieurs présidents américains, dont Nixon, qui a été vraiment avec lequel il a vraiment eu un rapprochement spectaculaire. Mais il invente une histoire, ce petit-fils de Gaulle, et il lui donne le label gaulliste. Il faut dire que la famille s'est désolidarisée, la famille de Gaulle. Oui, heureusement. Ouais. Aline. Je pense que cet individu est surtout un petit-fils d'eux qui n'a absolument aucune légitimité en termes d'expérience et de quoi que ce soit. D'engagement politique. Son grand-père, il n'a même pas lu. Voilà, d'engagement politique. Donc finalement, sa parole est nulle. C'est une des grandes spécialités russes en ce moment que d'attraper, si je puis dire, quelques noms ultra symboliques dans plusieurs pays, de les faire recracher finalement tout leur narratif. On espère qu'ils ne les payent pas. L'accusation. Bon, le cas, il y aura des poursuites. En tout cas, c'est un sujet. Je pense à d'autres qui tiennent des propos absolument qui n'honorent pas, en tout cas qui font du mal à la beauté des noms de famille initiaux. Je pense que c'est ça lire. Après que les Russes instrumentalisent l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle ils ont été clés. Voilà. En revanche, ce n'étaient pas les Russes, c'était les Soviétiques. Et encore une fois, il y a un petit distinguo subtil à établir, qui manifestement est difficile pour le Kremlin. En fait, ce ne sont pas les Russes qui nous ont aidés à vaincre aussi, ce sont les Soviétiques, c'est-à-dire les Géorgiens, les Ukrainiens, c'est-à-dire la Russie alliée à plusieurs plans. Oui. Et je rappelle un petit détail qui illustrera peut-être aussi C'était la guerre de Staline quand même. Si dans le même temps, il y a... Si je puis me permettre un exemple. Un exemple historique. Non. Le procès des blouses blanches, le goulag, et le pacte avec Ribbentrop et le pacte avec Hitler. Voilà. Et avant l'Holodomor, le massacre de millions de paysans ukrainiens. Qui est reconnu comme génocide. Un exemple, un petit détail, sur la libération d'Auschwitz. Le premier bataillon qui rentre dans Auschwitz, donc finalement les premières troupes soviétiques qui rentrent, le commandant de ce bataillon est un juif ukrainien. Il s'appelle Anatoly Spiro. Il n'est pas russe, en fait. Le premier bataillon qui libère Auschwitz, en fait, ce n'est pas russe, c'est soviétique. Et c'est toute l'ambiguïté, parmi le nombre, moultes ambiguïtés que le Kremlin aime à manier, instrumentaliser, tordre pour renverser... Oui, mais l'Ukraine était aussi soviétique à l'époque, donc on tourne... oui, mais elle n'était pas russe, elle était pas russe. Oui, tout à fait. Elle n'était pas russe. Et c'est là-dessus qu'il joue depuis des décennies. Je voudrais dire qu'il faut tordre le cou au mythe de la Grande Guerre patriotique qui nous a sauvés. C'est-à-dire que, d'abord, il faut rappeler que que la Pologne a été dépecée par la Russie, par l'Union soviétique et par l'Allemagne nazie qui étaient alliés. Et s'il n'y avait pas eu ce pacte, on n'aurait pas eu la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas pas dans ces conditions-là. Donc il faut rappeler que Hitler et Staline étaient alliés et que Staline était plus allié que Hitler puisqu'il n'avait pas du tout anticipé l'invasion du 22 juin 1941. Donc ça, c'est la première chose. Que deuxièmement, la victoire soviétique contre les armées nazies, évidemment, nous étions à ce moment-là alliés, et c'était une bonne chose. Mais cette victoire a été acquise grâce au matériel, grâce à l'argent des Britanniques et des Américains. Et Churchill a fait un pont aérien pour faire passer des armes à travers l'Iran, et le Shah d'Iran a été renversé à cause de ça, parce qu'il voulait maintenir une neutralité par rapport à l'Allemagne. Et
Troisième chose, le combat mené par les Américains était un combat pour libérer l'Europe. Le combat mené par l'Union soviétique était un combat pour asservir la moitié de l'Europe qui est passée d'une dictature dans une autre. Et ensuite, si évidemment la guerre a été gagnée, c'est au prix de la mort de millions de jeunes gens soviétiques, pas seulement russes, de gens qui venaient de pays qui étaient colonisés par Moscou, et de gens qu'on forçait à combattre parce que c'était, on le disait, c'était la seule armée où on risquait plus en reculant qu'en avançant. Il y avait des commissaires politiques et tout. Et quand les gens me disent, il faut remercier les Soviétiques qui nous ont libérés, je dis, chaque jour, je bénis les Américains de nous avoir libérés et d'être nés quelques années après la guerre dans un pays qui n'avait pas été libéré entre guillemets par l'armée rouge. Voilà. Tout le monde le dit pas. Tout le monde le dit pas. En France, tout le monde le dit pas. Oui, c'est vrai. Et on n'enseigne pas non plus aux enfants que ça s'était déjà passé en 14. Parce que et la Russie est en train de s'autodétruire de ce bidouillage de l'histoire. Je fais un rapide tour de table. Premièrement, la campagne non oui au drapeau russe aux Jeux Olympiques de 2024. Alors vous dites oui ou non et vous faites votre traditionnel coup de cœur ou coup de griffe, mais en style télégraphique s'il vous plaît, sans commentaire. Les deux questions. On commence par... Si on autorise les sportifs russes à venir, je ne vois pas pourquoi on les empêcherait d'avoir leur drapeau. Oui, ou alors on ne les autorise pas. On dit qu'il y a des pays dont on ne veut pas. Il y en a beaucoup. Coup de cœur. Ah, coup de cœur. Pour Philippe Tesson, qui vient de mourir, qui vient de nous quitter. Absolument. On lit des hommages aux grands journalistes, à la plume indépendante et tout. Et moi, je voudrais rendre hommage aussi à l'homme de théâtre, qui a ce petit théâtre Montparnasse, qui fait vivre ce qui reste de ce quartier dont on oublie que les grands cafés sont classés monuments historiques. C'était l'époque des Picasso, des Guillaume Apollinaire, de nombreux artistes qui vivaient là, et que la mairie de Paris actuelle oublie complètement et dont elle détruit les ateliers, les quartiers, etc. Et ce qui restait de résistance, c'était Philippe Tesson. Aline, rapidement. Oui, non. Non aux athlètes russes dans ces Jeux Olympiques en 2024, sauf si la guerre est finie, que justice passe, oui. Et que voilà. Et donc non à des drapeaux. Je pense que c'est voilà. Et coup de griffe, plutôt coup de griffe à. On en parlait à quelques fils d'eux en ce moment qui essayent de se faire non pas un nom mais un prénom sur le dos des cadavres ukrainiens en ce moment. Et il y en a on plusieurs. Voit très bien à qui vous pensez. Michel, vraiment très rapidement. Sur la question des athlètes soviétiques, des athlètes russes, pardon, j'ai pas un point de vue tranché sur la question, mais a priori, moi, je suis contre les boycotts. Je suis pour que les idées et les gens circulent et qu'ils aient peut-être la possibilité, justement, en venant à Paris, d'exprimer un point de vue d'opposition à la guerre et au régime de Poutine. Et on a vu que finalement, le Qatar, c'était pas si mal que le Qatar soit ouvert et qu'on puisse y aller et qu'il voit autre chose. Voilà. Un coup de cœur, j'allais donner un coup de cœur à Philippe Tesson, mais comme ça a été fait, je vais donner un coup de cœur très personnel, très intime, à ma belle-fille, qui est enceinte de 8 mois et 20 et quelques jours, et à toutes les jeunes femmes qui mettent au monde des enfants, et parce que on dit tout, qui vont payer nos retraites. Qui vont payer nos retraites, voilà. Mais j'avais faire ma blague de tout à l'heure, la retraite que je préférerais, c'est quand même la retraite de Russie et la retraite des Russes, voilà. Merde, on l'a bien enlevé, là. Merci, c'était le 4 quarts politique de la semaine, l'émission hebdomadaire sur Radio J, avec aujourd'hui Christine Claire, Michel Taubman et Aline Lebaille-Crémer. Bon dimanche à tous.